un homme, en tout cas dans la société occidentale dans laquelle on vit actuellement, c'est commencer au niveau très facile. Ça veut dire que ça implique qu'on n'a pas que des avantages, mais d'avoir foncièrement, je dirais, une main qui est un petit peu meilleure quand on commence dans la vie. Bienvenue dans Décharge, une conversation intime qui met en lumière les déclics féministes. Je m'appelle Sarah et à mon micro, des personnes au parcours varié se confient et racontent la construction de leur féminisme. Dans cet épisode de Décharge, je vais à la rencontre de Christophe. J'aime bien parler d'enjeux féministes avec lui. Lorsque c'est le cas, je n'ai le droit ni à l'argumentaire not all men, ni à la contrainte de peser mes mots pour éviter qu'il se sente attaqué. Christophe écoute. C'est d'ailleurs une des choses que le féminisme lui apporte. Ne pas prendre son expérience de mec, blanc, cisgenre et hétéro comme base neutre, mais écouter et surtout déconstruire. Alors ça semble logique, mais c'est ce qu'il fait. Vision du couple bourgeois hétéronormé, rapport aux autres hommes et aux boys clubs, sexisme des institutions politiques supposées progressistes. Et lorsque je lui ai proposé de l'interviewer et qu'il m'a répondu ne pas se sentir forcément légitime, j'y ai vu une forme de recul et réflexivité sur son militantisme. Est-ce sa place ? Je pense que oui, car une société moins normée et binaire ne peut s'obtenir sans la complicité de tous. Dans cet épisode, on parle de remettre en question ses privilèges, de perception des injustices, mais aussi de rompre les liens du boys club et de plaisir prostatique, entre autres. Bonne écoute. C'est un truc que je fais jamais en soirée, mais enfin, des fois, Je t'imagine avec un petit carnet. Tu vois, des fois, je m'en veux parce que j'avais une super question, puis après j'ai oublié, puis voilà quoi. C'est vrai. Moi, souvent, ce que je fais, c'est qu'au final, je reprends un peu ce que la personne a dit, je reformule et je rebondis, tu vois. Mais bon, là, il faut voir comment ça va se passer. En tout cas, je suis super contente que tu sois là aujourd'hui et que tu aies accepté de répondre à mes questions. C'est un plaisir qui est partagé. Surtout que j'étais pas certaine que tu allais accepter. Je me souviens que la première fois que je t'en ai parlé, on était à une soirée, je venais de lancer le premier épisode de mon podcast et je t'ai dit que j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur ton féminisme et en savoir plus. Et que tu m'as dit, je sais pas si je me sens légitime. Et ça m'a fait rire parce que c'est rare que j'entende ça de la part d'un mec, en fait. Bon, ça fait partie des choses qu'on apprend quand on se frotte au féminisme. C'est de laisser un petit peu sa place en tant que mec et de se rendre compte que généralement on va donner plus d'importance à mon avis plutôt qu'à celui d'une collègue. C'est en tout cas, je dirais, une des choses que j'ai clairement appris ou que le féminisme m'a appris, c'est la capacité d'écoute. Et de savoir se mettre parfois un peu plus en retrait, de prendre aussi un petit peu de recul sur la manière dont on agit soi-même sur son environnement. Mm-hmm. Alors je suis plutôt quelqu'un qui de toute façon aime bien se donner son avis. Je pense que ça a été une constante jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai été très tôt engagé en politique, que je m'y suis intéressé. Peut-être pour préciser un petit peu, moi j'ai vraiment fait mes classes dans la frange anti-autoritaire du socialisme, donc dans une remise en cause permanente de l'autorité et dans l'idée de remettre en cause la société. C'est quelque chose, ça paraît très très bateau défini comme ça, mais le sentiment d'injustice m'a toujours été extrêmement désagréable. Et c'est dans ça que ça s'inscrit ton féminisme justement ? Bien sûr. Alors je pense que, mais dans un second temps. Alors dans un second temps, vraiment, c'est cette partie de l'injustice, parce que ce que je disais juste avant, dans le fait d'écouter et de laisser sa place, c'est de se rendre compte aussi qu'on n'a pas du tout le même vécu. Et c'est, quand on utilise le terme de socialisation différenciée, une jeune femme n'a pas du tout la même expérience qu'un jeune homme, en fonction de la classe sociale, de la catégorie socio-professionnelle des parents, et forcément de décomposer justement la vie de quelqu'un avec tous les facteurs qui puissent exister. Je me suis rendu compte en fait finalement assez tardivement que le genre était quelque chose qui avait une influence énorme sur la vie de quelqu'un. Et c'est parti de pas mal de choses. Enfin, je pense j'ai des parents qui n'ont jamais été... pardon, je vais utiliser le positif, je ne vais pas utiliser de négation, mais j'ai des parents pour qui ça n'a jamais eu
D'ailleurs, je viens de refaire négatif. Ça stresse un petit peu. Disons que je cherche la bonne formulation. Mes parents n'ont jamais été très portés sur le fait que je sois un bon petit garçon, en fait. Ou typiquement que ma sœur soit une bonne petite fille. Enfin, j'en sais rien. Ma mère a jamais eu de problème à me laisser jouer avec des gamins, à jouer à la dinette. Typiquement, enfin, ça fait partie des choses dont je me suis rendu compte forcément bien plus tard. Il y a un blog d'une personne qui s'appelle, enfin, le blog se nomme La M'expliqueuse, pardon. Je sais la personne a transitionné, donc elle est passée de m'expliqueur à m'expliqueuse. Okay. Et sur un billet qui s'appelait Pourquoi les hommes préfèrent les hommes, et qui traite de l'homosocialité. Et en fait, l'homosocialité qui est juste ce principe de pourquoi est-ce qu'à partir d'un certain âge, les petits garçons se mettent à passer la majeure partie de leur temps plus qu'avec des petits garçons et les filles avec les filles. Et ça commence très tôt à la maternelle, et ça commence par ce conditionnement qu'on peut avoir projeter une hétéronormativité sur les enfants, c'est-à-dire quand un petit garçon et une petite fille se lient d'amitié, de toujours les voir comme des amoureux, de leur poser des questions du qu'est-ce que va être, quand est-ce que sera le mariage, ce genre de choses. Et que ça commence très tôt comme ça. Ouais. Et que typiquement, je me suis rendu compte en lisant ce billet-là, j'ai réinterprété énormément d'événements dans ma vie où je me suis rendu compte que en tout cas, de côté de ma famille, mon éducation, j'ai pas reçu cette chose très cette soupe genrée, parce que le terme de soupe hétéronormative correspond bien, tu vois, de me l'avoir vraiment fait avaler de force. C'est-à-dire que de côté de mes parents, j'ai jamais eu de limitation. Enfin, je l'ai jamais ressenti comme tel. Mais c'est sûr que la confrontation ensuite à la société, à la collectivité, par l'école, par les amis, ça a une énorme influence aussi sur son propre comportement, et c'est là qu'on se rend compte aussi parfois d'être un petit peu, enfin généralement c'est comme ça qu'on se rend compte aussi qu'on est en décalage. Mm-hmm. Ça m'a refait penser justement cet article, ce billet-là, d'avoir eu quand j'étais enfant, d'avoir été un des rares garçons dans un anniversaire où il y avait que des filles, tu vois. Ou à l'époque ça m'avait pas du tout choqué, mais en redisant ça j'étais waouh, mais en fait, ça voulait dire probablement quelque chose. Alors, c'est des propos rapportés que ma mère aime bien me rappeler encore aujourd'hui, mais de justement justement poser la question à mes amis, eux, tu vois, de dire, mais enfin, qu'est-ce que tu apprécies chez Christophe? Et justement, il y avait cet épisode-là, un de ses anniversaires, où visiblement, cette copine avait répondu, voilà, Christophe, il n'est pas comme les autres garçons. Tu vois, il n'est pas, avec tout ce que ça implique, tu vois, tout est d'entre les lignes, mais ça faisait partie des choses où, je pense que c'est pas un hasard de m'être retrouvé aujourd'hui à me questionner beaucoup sur le rôle que j'ai moi en tant qu'homme, en tant qu'homme cisette, quel rôle je peux avoir et quelle dynamique je peux influencer dans une société. Mm-hmm. Et prendre ça en compte, il y a un moment où j'ai toujours l'impression c'est comme une pelote en fait. Tu tires, tu as le bout tu trouves le bout et puis tu tires dessus, puis tu déroules tout un énorme nœud et tu t'arrêtes pas. Il y a des moments où tu avances à une vitesse où c'est incroyable, tu as l'impression d'apprendre tellement de choses en une fois et de devoir tout revoir la manière dont tu perçois plein d'expériences que tu as pu faire dans ta vie. Le féminisme m'a permis de mettre des mots sur des choses que j'ai vécues. Et des choses que je ne savais pas expliquer en fait. Des ressentis, etc. Exactement. Le féminisme aussi, alors j'ai été forcément attrapé aussi par cette dernière vague, ces dernières années qui en a fait un des sujets prédominants de discussion qui s'installe, de dire d'avoir le droit de se revendiquer féministe, de le revendiquer ouvertement, d'avoir vraiment un retour de l'aspect très politique de la chose. Et pour moi, j'y trouve en tant que je sais pas, acteur politique agissant, en tant que syndicaliste convaincu, dernièrement dans la grève des femmes ici en Suisse, ça a été j'aime bien dire que j'avais 18 ans quand j'ai commencé à m'engager réellement. C'est pour moi, le syndicat représente l'outil de transformation collective dont on a besoin. Par la grève générale, je ne vais pas étayer plus que ça, mais la grève des femmes,
par son organisation, par la manière dont ça a fonctionné, a réussi à faire ce que le mouvement syndical a pu être en mesure de faire depuis des décennies. Et en particulier en Suisse. Pour moi, ça a été un moment d'intense bonheur militant, cette grève des femmes. Parce que tu te rends compte qu'il y a des gens ça concernait des personnes qui s'estimaient pas politiques, qui venaient pour la première fois à des assemblées générales, qui s'engageaient pour la première fois dans des collectifs. Il y avait une réelle démocratie derrière, comme moi je l'envisage dans une société. C'est-à-dire que quand il y a des sujets qui touchent les gens et qu'on considère que les institutions vont pas assez vite, et clairement c'est pas le cas, hein, je veux dire, elles sont le reflet aussi d'une société, et que c'est exactement ce que ça a été, la grève des femmes. C'était un coup de pied dans la fourmilière, pas le premier, malheureusement, et ça sera pas le dernier non plus. Mais ça a été, pour moi, l'expérience militante la plus exaltante, en tout cas de ces dernières années. C'est pour ça que ça m'a semblé logique de participer à mon niveau à l'organisation de la grève des femmes. Donc ça a été en participant à l'élaboration du groupe d'hommes solidaires qu'il y a eu à Fribourg. Il n'y en a pas eu dans tous les cantons. Où ça a été poser une réflexion du comment est-ce qu'on peut trouver sa place dans un mouvement féministe en tant qu'homme. Alors on est parti forcément de la réflexion des fonds, parce que en tant qu'homme, on gagne généralement mieux sa vie, alors en développant un petit peu l'idée. Et l'idée c'était, on va faire des gâteaux, quoi. Ça paraît très bête, mais c'est parti aussi de quelque chose que j'aime bien faire de toute façon, qu'on m'a apporté. Donc on a vendu des gâteaux pendant 4 samedis au marché avant la grève des femmes. On a rapporté une somme. Ça a financé de loin pas tout, mais ça a permis de mettre du beurre dans les épinards. Exactement, mettre du beurre dans les épinards. Donc, mais ça faisait partie en fait de non seulement montrer un engagement de la part des hommes dans la grève des femmes, parce que ça a été l'idée est venue juste après toute cette polémique qu'il y a eu dans les médias sur est-ce que les hommes peuvent participer à la grève des femmes, est-ce qu'ils sont les bienvenus, où les médias ont fait énormément de foin autour d'une question qui me semble, aller de soi, bien sûr, je veux dire, il n'y a pas de, mais y a aucun surtout débat à avoir. On arrive avec l'idée d'une grève féministe qui est justement nationale, mais où au final, au lieu de se poser la question des revendications, etc., pendant des mois, la couverture médiatique, elle s'est focalisée uniquement sur la place des hommes dans le mouvement féministe. Exactement, et ça a été une des réflexions qu'il y a eu tout de suite dans le groupe, parce qu'on a eu rapidement des demandes d'interview, on a eu de demander de poser pour faire des photos, nous expliquer ce genre de choses, et à chaque fois, systématiquement, la réponse ça a été de toute façon, vous voyez avec le collectif de grève, justement, là, on parlait de la légitimité tout à l'heure, on n'était qu'une minorité agissante dans une organisation qui était beaucoup plus large. Et de justement à nouveau tirer la couverture à nous, c'était pas juste. C'était pas du tout l'idée non plus de la création de ce groupe-là. C'était de certes montrer, les hommes peuvent s'engager, et c'était aussi en ça que la présence sur le marché, par des tractages, par l'organisation d'événements à côté, et par la participation active pendant la grève sur des tâches plutôt organisationnelles, pendant le jour même de la grève, ça a été, c'était juste pour visibiliser et permettre finalement aussi un engagement plus large des femmes. Et puis tu disais que tu trouvais ça curieux parce que ça allait de soi pour toi, la place qu'il y avait, et aussi de s'engager dans la grève féministe. Est-ce que tu saurais expliquer pour toi? C'est ce que ça signifie pour toi être féministe? Hors de tout le débat, est-ce qu'un homme peut se revendiquer féministe? C'est simplement juger les gens sur les actes et pas sur les mots, sur l'image qu'on aimerait se donner soi-même. Et clairement, c'est la première chose que j'ai appris en politique, c'est que quand il y a quelque chose qui me convient pas, j'essaie d'agir pour le changer. Il y a 2 solutions. Quand tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne te convient pas quelque part, soit tu as la fuite, soit tu as la confrontation et tu essayes de le modifier. Et je suis clairement pas, la politique est justement tout l'inverse de la résignation. D'utiliser ça peut être, on parlait de l'injustice tout à l'heure, cette colère, et d'essayer de la sublimer dans quelque chose de plus productif.
Et c'est pour ça que l'engagement politique, pour moi, il fait une partie intégrante de qui je suis, parce que je ne veux pas me résigner à rester dans la société dans laquelle on est. Pas du tout. Et à te satisfaire du patriarcat, bien sûr. malgré ton privilège. Mais ça fait partie des choses où, c'est toute la discussion qu'on a autour des privilèges. Alors ça va être une réflexion d'homme forcément, mais il faut déjà le percevoir, ce privilège-là. Et c'est en ça qu'il est intéressant d'écouter ce que disent les autres. Et en l'occurrence, d'autres femmes, sur leur expérience dans la société, au travail, à l'université, sur la place d'apprentissage, à l'école, peu importe, dans leurs différents rôles, que ça puisse être celui de mère, que ça puisse être celui de sœur, que ça puisse être celui de camarade de lutte, de camarade de promo, ou ce que tu veux. Et c'est là qu'on se rend compte quand on commence à voir qu'on n'a pas du tout eu la même perception de certaines expériences, vu que c'est une expérience de vie que j'ai pas, je suis obligé d'aller poser la question ailleurs, comment est-ce que tu as vécu ça, je sais pas, comment tu as vécu l'adolescence, comment tu as vécu ta sexualité, comment est-ce que tu as vécu ta place au travail. C'est dès qu'on essaye d'avoir développé un petit peu son empathie et de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, on voit les choses de manière très différente. Et tu as l'impression que pour toi, justement, ton féminisme il s'est instauré en écoutant et en appréhendant ces témoignages, ou c'était aussi par rapport à ton expérience personnelle où tu te retrouvais pas dans des modèles de virilité qu'on t'imposait, ou... Je pense que c'est un passage obligé, c'est justement d'accepter les expériences de gens. Et c'est une bonne question. Avant, quand je parlais de privilège, c'est pas tout à fait ce que je veux dire, parce que j'ai l'impression que parfois, quand on dit ça, on enlève aussi la part de responsabilité, d'injonctions qui sont aussi attribuées aux mecs. De nouveau, dans ces notions où on binarise féminité et masculinité, tu vois. Étant un homme cis hétéro, j'ai jamais eu de questions quant à mon propre genre. Je me suis rendu compte, qu'en comprenant ce que ça signifiait être femme, que j'ai pu m'identifier que j'ai pu m'identifier en fait à l'injustice qu'il y avait derrière. Et forcément, en ayant reconnu justement ces expériences-là et ces injustices, j'ai su expliquer ensuite pourquoi j'ai eu des situations dans ma vie où j'avais l'impression de ne pas coller à ces injonctions justement de virilité, ou que ça passe par des activités, par une manière de se comporter ou ce genre de choses. D'écouter le discours d'autrui a fait que ça t'a offert aussi des outils de réflexion sur toi et ton parcours. Exactement. C'est clairement ça. Moi, je sais qu'il y a des injustices que je ne vis pas, parce que moi aussi j'ai mes privilèges en tant que meuf blanche, cis, hétéro, tout ce que tu veux, peu importe mes étiquettes, etc. Mais dans le sens où c'est pas pour autant que si j'écoute le discours d'une personne non binaire ou qui serait queer, je peux pas comprendre que la société est totalement fucked up. Dès que tu sors de la norme, en fait. Et où mon féminisme, il essaye d'inclure tout ça, parce que pour moi, le but, c'est juste qu'on puisse tous être bien, mais où ça met en lumière son propre parcours, en fait. Parce que tu le comprends qu'au travers de tes expériences, quand même, on est empathique, etc. Je pense. Et ça a été pour beaucoup de choses. Le féminisme, c'est... Pierre Carl disait, je crois que c'est Pierre Carl qui parlait quand il disait que la sociologie est un sport de combat. C'est un truc de Bourdieu même. Ah non, pardon, c'est Bourdieu qui avait repris, c'est vrai. Et c'est vraiment ça, c'est que c'est une arme intellectuelle, le féminisme. Ça te permet d'avoir une prise et d'expliquer les choses sur comment fonctionne le monde. Et c'est pour ça que nier le féminisme et les diverses théories qu'il y a, elles sont très très différentes. On trouve quand même énormément de réponses à la manière dont fonctionne notre monde et dont fonctionne notre société justement hétéronormée qui a une influence énorme sur la manière dont on va mener nos vies, et de pas justement les mener aussi librement qu'on aimerait. C'est important de tout questionner. Et le féminisme est qu'une pierre importante là derrière.
dans ce raisonnement-là, de questionner qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est d'avoir 31 ans en 2019, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que j'aimerais avoir pour le futur, qu'est-ce que je veux pas du tout avoir. Avant, tu parlais du mot féministe, etc. Mm-hmm. Toi, tu as l'impression que tu l'as eu quand, le mot? Ou quand est-ce que tu te l'es accordé? Ayant toujours milité dans un milieu qui se revendiquait en tout cas antisexiste, et il y a suffisamment d'expériences, de podcasts, de billets pour montrer que à l'extrême gauche, on est loin d'être forcé, même dans le camp des progressistes de manière générale, loin d'être exempt de toute critique, exactement. On se rend compte, et ça fait partie justement des expériences que j'ai pu décortiquer plus tard avec une grille féministe, c'est de te rendre compte que même en ayant les meilleures intentions du monde, on fait des erreurs. Mon origine politique chez les anarchistes, ça reste les premiers à questionner systématiquement le pouvoir et de justement se rendre compte que le pouvoir il réside aussi dans ton genre et que tu peux pas faire l'économie de te poser la question du voilà, je suis un homme, je suis certes je me revendique anti-autoritaire, mais qu'est-ce que tu fais dans les faits pour ne pas agir ne pas agir de manière autoritaire, typiquement. C'est clair. Et puis moi je pose toujours la question du féminisme des gens, et c'est ça qui m'intéresse, mais au fond le mot il est pas très important, et quand tu parles avant, t'as parlé plusieurs fois d'individus agissants. Ouais. Quand je te disais que t'es un des mecs que je connais qui est le plus clair sur son féminisme, tu vois, et qui en parle ouvertement, que je croise à des événements queer, LGBT, féministes, plus généralement, mais où, dans mon entourage, ça m'importe peu au final que les gens s'étiquettent ou non. Ouais. Ce qui est important pour moi, c'est que dans les faits, ils essayent d'être le plus ok, plus ok. Ça fait vraiment genre je me satisfais de peu, alors qu'en vrai... Mais on part de loin. Alors déjà oui, ça c'est vrai que je pars de loin, mais plus que ça, c'est que... Donc non, c'est pas que je trouve super et j'applaudis à demain si quelqu'un fait la vaisselle, c'est pas du tout ça que je voulais dire, mais juste que pour moi je m'en fous que quelqu'un dise oui, non, je suis féministe ou pas, je vais juste lui dire écoute, non mais là ce que tu me dis c'est que c'est féministe, et puis c'est pas un gros mot, donc tu peux te l'approprier, mais où c'est les actes qui comptent malgré tout, et puis où je me demandais justement toi ce que ça a changé dans ta vie, ces questionnements et ces remises en question. Mais ça va déjà dans une relation de couple. Bien sûr que ça a une influence de te rendre compte on en revient toujours à cette question très prosaïque des tâches ménagères, mais mais elle cristallise tellement de trucs qu'elle est tout à fait légitime. Bien sûr. Mais ça fait typiquement partie des choses où je pense que on m'a apporté un bagage très positif dans ce genre de choses. Quand j'ai eu 13 ans, 14 ans, ma mère m'a filé une serpillière et un seau dans la main en disant maintenant tu participes aux tâches ménagères, c'est normal. Les tâches ménagères, c'est aussi une question aussi d'autonomie, et c'est un sujet qui me semble extrêmement important, c'est justement d'apporter de l'autonomie à tout le monde. C'est que chacun puisse décider dans les meilleures conditions possibles de ce qu'il veut faire de sa vie. Quand on parle aussi d'individu et d'individualité, c'est trouver aussi sa place dans un collectif. Et un des collectifs, ça commence déjà au niveau du couple, et de se dire quel mécanisme, quelle dynamique il y a derrière, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça se passe le mieux pour les deux personnes. Et ça a été après forcément une remise en cause plus générale de la structure du couple traditionnel, de la monogamie, de considérer que la représentation bourgeoise du couple, considérer justement de savoir dissocier désir et amour, et de considérer que cette idée de posséder quelqu'un et de tout représenter, j'évoquais à l'instant cette idée de couple bourgeois, mais c'est-à-dire que ta meilleure moitié, elle doit être responsable
de ton bonheur, elle est complètement responsable des choix que tu vas faire dans ta vie, enfin, de voir le couple comme une entité propre. Et c'est quelque chose où... Et comme une fin en soi aussi pour beaucoup de personnes. C'est ça. Et forcément, ça pose aussi des questions après sur sa propre sexualité. Clairement, en tant qu'homme, c'est quelque chose où je dirais on se permet d'expérimenter des choses en dehors d'une sexualité hétéronormative et de se rendre compte qu'il y a du plaisir à aller chercher ailleurs. Je pense que la sexualité chez les hommes est beaucoup plus... je pense qu'elle l'est pour tout le monde. Hein. Elle est extrêmement normative. C'est clair, moi j'ai l'impression qu'on nous apprend des schémas tout faits, préconstruits, qui nous poussent à avoir certains comportements, certaines attentes aussi. Hein. Ouais. Vraiment, ça va dans les deux sens. Mais sans t'expliquer en fait qu'il y a 1001 scénarios en fait. Exactement. Du cul, qui peuvent être super. Exactement. Et Exactement. Que, quand bien même en étant dans une relation hétéro, ouais. qui peut paraître normée, mais alors que c'est pas parce que tu es dans une relation hétéro qu'il y a forcément pseudo-préliminaire pour ce que ça veut dire, parce que ça reste du cul, et puis voilà. Truc que j'ai déconstruit aussi avec le temps. Enfin, où c'est pas ces schémas préliminaires, peinés, machin. Ouais. Enfin, il y a tout qui est possible, et peu importe ta partenaire. Bien sûr. Mais ça va clairement dans les pratiques... dans les pratiques même aussi de sa propre sexualité, de s'autoriser des découvertes qu'on n'avait jamais fait auparavant. Et voilà, on va dire les choses directement, le féminisme a apporté le plaisir prostatique. Ouais. Vive le féminisme. Exactement. Du coup, en fait, c'est pour ça que t'es féministe. Ça fait partie du moins de la déconstruction et d'avoir découvert mon propre corps. Par des choses où c'est tabou, tu vois. Il y a dans toute l'imagerie qu'on a, de toute l'homophobie internalisée, le truc de va te faire enculer, ce genre de choses, de considérer le pénétrer forcément comme quelqu'un en position de faiblesse, en étant justement, en rôle qu'on attribue habituellement à la femme. Hein, l'homophobie vient clairement justement du sexisme qui existe, et qui en est une variante. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Et puis je pense que, mine de rien, même si on reste réflexif, et je pense que quand t'es militant engagé et que t'aimes te renseigner sur le féminisme, c'est des choses qui finissent par venir à toi, tu réalises pas non plus les trucs que t'as intériorisés. Exactement. Et puis c'est des choses latentes, comme t'as dit, là où on te dit pas que c'est une possibilité, parce qu'on construit dans justement ces schémas et ces scénarios du cul où t'as la personne active, homme, machin, et la personne passive, femme, et puis c'est tout. Ouais. Là où en fait, ça peut même changer pendant un rapport. Enfin, il y a tellement de possibilités, et j'ai l'impression que c'est comme si on nous avait appris pendant toute notre vie qu'on pouvait danser la Macarena sans nous dire « mais t'as vu le jive ?» ou je sais pas. Exactement. C'est débile. Exactement. Et c'est ça, c'est ouvrir ces possibilités-là. Le problème, ce qui est très pernicieux dans les normes, c'est que elles t'apposent des comportements, des pratiques, une manière d'être, et ça te paraît naturel. Et c'est ça qui est difficile, c'est de se défaire de ce qui paraît aller de soi. Parce que c'est l'image que te renvoie, que tout te renvoie autour de toi, que ce soit dans les médias, dans les films, dans la littérature, dans le comportement de tes pairs, à l'école, au travail, ce que tu veux. Et qu'il faut, à un moment, en tout cas, je pense que la difficulté en tant qu'homme, c'est de se rendre compte que son expérience, c'est qu'une expérience parmi tant d'autres. Et qu'il faut être prêt, il faut reconnaître justement cette expérience différenciée d'une femme. Un truc où j'ai l'impression, c'est que comme beaucoup des choses qui nous sont rapportées de médias, etc., comme les hommes sont très présents, ont plus de place, même à l'antenne, dans les conseils d'administration, tout ce que tu veux, ça en fait l'expérience un peu neutre.
C'est en fait Ouais. le point de base. le point de base. Ouais. Ce qui fait qu'après, dès que tu as eu une expérience dissidente, mais du coup féminine, Ouais. souvent, qui arrive et qui dit oui, bon, bah, si jamais là, le petit conseil d'administration, moi au final, je me suis fait agresser ou je sais pas quoi, bah, ça en fait justement des points de rupture, au lieu d'en faire juste des continuums et où on remettrait aussi en question les expériences dites masculines. Justement, ce que je voulais dire, c'est que dans le fait que les normes sont pernicieuses, c'est que bah, justement, oui, ça fait de l'expérience de l'homme l'expérience standard, c'est le niveau zéro, tu vois, on commence par là. Et c'est là où, quand on commence à mettre en place une échelle un peu différente, alors je vais utiliser un truc qui parle à beaucoup de gens, parce que quand on utilise dans les jeux vidéo le niveau très facile, normal, difficile, très difficile, bah voilà, on se rend compte que quand on est un homme, en tout cas dans la société occidentale dans laquelle on vit actuellement, c'est commencer au niveau très facile. Ça veut dire que ça implique qu'on n'a pas que des avantages. Ça n'empêche pas de vivre dans la précarité, de vivre pauvrement, de souffrir d'autres discriminations, mais d'avoir foncièrement, je dirais, une main qui est un petit peu meilleure quand on commence dans la vie. Forcément, en fait, l'injustice qui m'a marqué le plus, ça a été celle dans le monde du travail. Et c'est là où le syndicaliste en moi a hurlé quand on se rend compte de l'ampleur des différences qui existent déjà dans l'expérience du monde du travail, qui en soi pas une expérience très agréable pour la majeure partie des gens. Je pense que on peut y trouver des aspects très positifs dans le travail, mais ça reste foncièrement une notion qui est négative. Et je veux dire, il y a ce très vieux principe qui a déjà été mis en place dans la charte d'Amiens ou dans des conventions internationales, qui est tout travail mérite salaire. Et tout travail égal mérite un salaire égal aussi. Et c'est ce genre de choses, de se rendre compte qu'une femme travaille tout autant qu'un homme, mais gagne moins qu'un homme, juste basé sur son genre, Ça fait aucun sens. Ça n'a aucun sens, et c'est révoltant. Je comprends pas que les syndicats se soient pas plus emparés justement du sexisme, enfin, et des enjeux féministes. Des enjeux féministes et aussi des discriminations de genre au travail. Et c'est clairement une chose que j'ai encore constatée avec la grève des femmes ici en Suisse, c'est que les syndicats qui se sont engagés, c'est la part féminine des syndicats les femmes qui se sont lancées là-dedans à corps et âme pour justement imposer ce sujet-là. Et de se rendre compte des résistances au sein même d'un milieu qui devrait être acquis à la cause, qui se revendique progressiste, qui revendique justement une meilleure prise en compte de la situation des femmes, et de se rendre compte qu'il y a les mêmes travers sexistes dans les structures et les organisations. Et pour toi, ces résistances, elles sont dues à quoi ? Tu saurais les expliquer ou... C'est le vieux monde. C'est clairement aujourd'hui les personnes qui sont à la tête des organisations syndicales, c'est des hommes, parce qu'il y a justement une culture quand même très viriliste. Ça se trouve, enfin à gauche, de manière générale, il y a toujours eu une culture justement du travail qui a été très forte, une culture de l'effort. C'est une chose qui est partagée aussi. Et dans lesquels on trouve aussi avec un certain aussi ouvriérisme où on va exalter les hommes forts musclés et de ne pas constater qu'aujourd'hui, si on considère justement tout le travail fourni par les femmes, surtout aujourd'hui dans une société qui s'est tertiarisée où justement il y a énormément de domaines dans lesquels les femmes sont sont majoritaires, pardon. C'est pas du tout la grosse diff entre majoritaire et dominante. Exactement. Ou justement, en passant par tout le travail non rémunéré qu'est tout ce travail du care, le travail qui implique le travail émotionnel, les tâches ménagères, les sujets de la charge mentale que ça implique, et que tout ce travail qui est invisible et qui fait partie typiquement des revendications
typique des syndicats de revendiquer un salaire pour un travail est resté complètement dans l'ombre pendant très longtemps, alors que c'est le propre des syndicats de poser la question du rapport au travail et de comment régler ces rapports-là au travail. Je pense que les syndicats ne sont pas exempts du sexisme dans lesquels ils grandissent, pour toutes les raisons que j'ai évoquées sur ces valeurs qui sont finalement très old school. C'est pas parce que tu te revendiques de quelque chose que tu agis en conséquence. Et c'est typiquement un comportement qui est exécrable d'entendre des responsables syndicaux attaquer les camarades du collectif féministe ici en disant qu'elles nuisent à leur cause avec leur discours, qu'elles ont des pratiques qui divisent la classe ouvrière ou ce genre de choses, ou qu'elles ne savent pas organiser une grève. Mais c'est toutes des choses qui ont vraiment été dites et entendues ici à Fribourg. Il y a heureusement justement dans cette prise de conscience phénoménale qu'a permis justement la grève des femmes, ça a été juste de montrer quelque chose qui était latent et des idées qui sont dans l'air du temps. Aujourd'hui, s'opposer au féminisme, c'est être réactionnaire. Il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Enfin, quand tu me disais avant que la plupart des dirigeants syndicalistes sont des hommes, etc., tu penses que là, ça a à voir avec justement le fait que certaines personnes n'ont pas envie de voir leurs privilèges remis en cause, et un peu aussi d'un truc de boys club? Il y a clairement ça, bien sûr. On se rend compte que finalement, la vision des femmes de beaucoup de syndicalistes est basée sur un modèle qui est très 19e siècle encore. Et comment on fait quand on est un mec féministe et qu'on est face à un boys club? Il n'y a pas d'autre choix que de la ramener, en fait. C'est ça, c'est une chose que j'ai essayé de faire dans tout mon engagement syndical, en étant représentant du personnel, ou même sans l'être, en simplement l'ouvrir quand le chef propose un truc, personne n'est d'accord et personne n'ose dire quelque chose. Typiquement, quand on tape sur la table en tant qu'homme, c'est pas la même chose que quand on le fait en tant que femme. Il faut, je vais utiliser un terme très moderne, mais il faut disrupter ce genre de choses. L'idée, c'est justement de casser cette espèce de connivence entre des gens qu'on va considérer comme des pairs. C'est vraiment une question que je me suis posée, tu vois, quand il y a eu toutes ces histoires avec la Ligue du LOL cette année, toute une équipe de journalistes très influents qui ont harcelé principalement des journalistes, sauf erreur féministes. Il y a des années où c'est ressorti 10 ans plus tard, un truc comme ça. Mais où je me dis aussi, souvent, c'est des phénomènes de groupe, en fait, tout con, mais que tu vois même chez les enfants, tu vois. Si justement c'est des groupes où il y a une culture viriliste, etc., comment tu fais quand toi, toutes tes valeurs tendent à autre chose pour dire non? C'est pas quelque chose de facile et d'anodin non plus. Non, s'opposer à quelque chose, ça a toujours un prix. Clairement, c'est toujours une frontière très fine entre garder son appartenance au groupe, de ne pas se faire exclure, et de justement quand même donner son avis. Alors, il y a clairement des situations dans lesquelles l'idée, c'est de mettre les pieds dans le plat, c'est de clairement faire prendre conscience aux gens que on peut pas toujours faire de la pédagogie et d'être des fois rentre dedans, ou c'est pas toujours facile, mais il s'agit clairement de casser ce genre de comportement ou de les nommer quand on les constate et de dire il y a pas d'autre, il faut utiliser cette situation là il y a l'exemple classique d'avoir une collègue qui propose quelque chose, c'est ignoré et repris jusqu'à ce qu'un homme reprenne l'idée et de finalement se rendre compte que c'était une excellente idée et de typiquement rappeler que c'est quand même la collègue qui a proposé ça. C'est des choses, il n'y a pas de réponse toute faite, je n'ai pas un kit sur comment agir dans un boys club, j'ai aucune idée. Est-ce que c'est parce que tu as pris des distances avec des milieux où ça pouvait être boys club? Clairement, c'est une des raisons pour laquelle je participe à la vie associative locale, où j'essaye de me retrouver d'avoir des cercles d'amis, ou des milieux dans lesquels je me sens moi-même bien, où j'ai pas envie non plus de devoir constamment faire de la pédagogie. Cette injonction à la pédagogie que subissent beaucoup de féministes, je la constate tous les jours. C'est-à-dire que, l'idée, c'est pas de moi donner des leçons, mais quand tu es le seul à avoir pris conscience
de comportements problématiques, il faut les nommer. Et il ne s'agit pas de le faire à la place des femmes, en l'occurrence. Mais l'idée, c'est de trouver clairement des environnements, enfin, un entre-soi, en tout cas, je comprends tout à fait quand on utilise parfois le terme de communauté, ou ce que nous a apporté Internet, c'est justement de pouvoir trouver des gens avec qui on développe, on partage des valeurs communes, avec qui on se sent bien. Et c'est parfois pas facile de trouver ça aussi dans sa vraie vie. Il y a un moment où on a forcément aussi, on te colle une étiquette. Ça veut dire que ça permet, quand on colle une étiquette féministe par exemple. J'ai jamais eu aucun problème, pour en venir à une de tes questions tout au départ, le terme féminisme n'a jamais été un gros mot chez moi. Je ne comprends pas la difficulté à faire à accepter que le féminisme, c'est revendiquer l'égalité des droits, quel que soit ton genre. Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est-à-dire qu'aller forcément aller chercher la petite bête et de sémantiques parfois qui n'ont pas lieu d'être. Mais sur revendiquer féministe, c'est quelque chose c'est plus une étiquette au final qu'on te colle. Et c'est là où j'ai aucun problème avec ce terme-là. Si on veut considérer que je suis féministe, c'est parce que je le montre en agissant ou en agissant en conséquence. Et si ça va dans une soirée où il y a un sujet, quelqu'un a la mauvaise idée de faire une blague sexiste, de faire une blague sur les femmes, j'en sais rien, de savoir que y a une personne dans le groupe qui a l'habitude de l'ouvrir, ça va réfréner typiquement déjà ce genre de comportement. Alors, tu passes souvent pour le rabat-joie, pour ouais, mais t'es chiant, de toujours ramener à ça, mais non, je suis pas chiant, c'est un fait. C'est vrai en tant qu'homme, en tant que femme aussi. Non, c'est clair. Après, il y a moins le truc de boys club, enfin de connivence peut-être, ouais. Chez les meufs. Ouais. Où on nous apprend plus la compétition que la solidarité, etc. Et où je pense que, du coup, c'est moins dur parfois d'avoir un avis divergent. Ouais. Toutes les différentes causes féministes pour lesquelles il faut se battre, ça va de pair avec, quand tu parlais avant d'hommes solidaires à la grève, justement, que chacun ait sa place, ses moments, et puis où ça va aussi avec le fait de dire à autrui, non, en fait, je vais pas rire à ta blague sexiste parce qu'en fait, ça me fait pas rire. Bien sûr. J'aimerais pas qu'on me la fasse, alors... je pense que c'est là-dedans que se montre, je dirais, ton engagement. C'est de justement dire, moi, ça me fait pas rire. Même si ça suffit de dire, écoute, moi, ça me fait pas rire, ça suffit. Mais il y avait un podcast que j'adore, qui justement est une mine d'or, qui s'appelle Les couilles sur la table, fait par Victoire Tuaillon, et qui justement reprend le thème des masculinités, et qui est un élément essentiel important dans le féminisme, c'est de dire voilà, ça se fera pas de toute façon sans la participation des hommes, et que voilà, comment est-ce qu'on peut penser la masculinité aujourd'hui avec tout ce qu'on sait, et quelles expressions elle peut avoir. Est-ce qu'une masculinité est forcément toxique? C'est une question qui est tout à fait légitime. Est-ce qu'il peut exister des masculinités beaucoup plus attentives, beaucoup moins dominantes? Et pour moi, c'est là où il faut pas confondre masculinité et virilité, tu vois. Ouais. Alors je serais d'accord sur cette distinction, de coller justement la virilité comme quelque chose de foncièrement négatif. Hein. Et puis pour moi, oui, tu peux être masculin de manière tout à fait non toxique. Ouais. Mais pour moi, quand ça va vers la virilité et la valorisation de normes ou caractéristiques ou qualificatifs qui vont vers montrer sa puissance, machin, je trouve que vite, il y a un basculement qui peut se faire vers un pan un pan violent, en fait. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que toi, justement, de t'intéresser au féminisme et de le conceptualiser comme un combat aussi personnel, ça a fait que tu t'es intéressé à ta propre masculinité, en fait, et à comment elle s'exprimait et tout ça? Bien sûr, bien sûr. Qui est-ce que je suis moi-même? Tu touches foncièrement à ta propre identité, et que la construction que tu en as,
elle peut être beaucoup plus différenciée qu'on la présente. Et je pense que ça fait partie des... j'aime bien rattacher ça au fait... j'ai un père français, une mère allemande. J'ai culturellement toujours été assis le cul entre deux chaises. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'à la question qu'on me pose habituellement du est-ce que tu te sens plus français ou allemand, je me rends compte que ça m'est égal en fait. C'est que c'est les deux, aussi bien l'un que l'autre. Et que justement poser la réponse se trouve déjà dans la question et dans la manière dont on la pose, de dire cette question très binaire, de dire t'es l'un ou t'es l'autre. Et qu'entre les deux, il y a un champ de possibilités qui est énorme. Et qu'il ne faut pas... qu'on est libre de vivre justement ces possibilités comme on l'entend. Et c'est pour ça que la manière dont je perçois ma masculinité, elle va être empreinte de valoriser en tout cas des choses qu'on ne considérera pas comme viriles. Du coup, c'est drôle parce que quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu as commencé à m'expliquer ton féminisme en me parlant de ton rapport aux autres, beaucoup, tu vois. Déjà, tu parlais du couple, mais aussi du travail, etc. Enfin, de plein de domaines. Mais aussi, ça revient à quelque chose de beaucoup plus personnel et intime, en fait. Et vraiment d'identité. Bien sûr, je conçois. J'affirme que le féminisme a changé beaucoup de choses dans la manière dont je me perçois moi-même. Et il y a quelque chose de très viscéral là derrière. C'est d'avoir pu aussi trouver des mots qui expriment un vécu. Ça m'a fait prendre en compte justement énormément de choses en termes et d'accepter complètement les critiques qui sont faites sur le comportement des hommes dans l'espace public. Et le truc du Boys Club, ça fait partie aussi de ce genre de choses, c'est d'intervenir quand on constate une situation de harcèlement. Il y a une injonction à l'action quand on se revendique féministe. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut, en tant qu'homme, s'affirmer féministe si dans les faits ça ne se voit pas ou ça ne se constate pas. Et c'est pour ça qu'il faut clairement sortir de juste la théorie et mettre ça en pratique. Et ça a toujours un coût, ce que tu évoquais tout à l'heure sur les boys clubs et de casser ce genre de dynamique. Si tu ne bouges pas, tu ne sens pas le poids de tes chaînes. C'est un petit peu ça. Si tu ne t'opposes jamais, je pense qu'il y a beaucoup de choses où tu ne sentiras jamais l'oppression derrière. Sans tenter de bouger les lignes, tu ne sauras jamais où elles se trouvent vraiment. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'il est toujours important d'apprendre où se trouve la ligne, où se trouve la règle, et puis ensuite de justement vouloir l'enfreindre et la casser parce que tu sais expliquer pourquoi est-ce qu'elle existe, tu sais à quoi elle sert. Je sais pas, je vois ça comme une nécessité. J'ai l'impression de parler avec des mots toujours très forts. Mais... Pour moi, quand tu dis que le féminisme il est nécessaire ou que c'est nécessaire de prendre en compte ces oppressions, oui, si on veut être plus libre et heureux, parce que ça m'étonnerait que la norme qu'on nous a présentée toute notre vie, elle suffise à contenir toute la diversité des expériences qu'on peut avoir, tu vois. Ouais. Disons que cette norme, elle a un intérêt, et ça c'est un travers que j'ai en tant que socialiste, en tant que communiste, c'est que tu vois énormément de choses à travers du prisme de l'économie. Et forcément... Et des rapports de pouvoir aussi. Des rapports de pouvoir. Ces normes et ces règles, ces lignes, elles sont là pour une bonne raison. Elles ont une histoire, elles ne se sont pas faites du jour au lendemain, il n'y a pas de règles naturelles, elles changent au travers des sociétés, au travers de l'histoire. Elles ne sont pas immuables et c'est justement cette prise qu'il faut essayer d'avoir sur l'histoire en essayant de la faire changer. C'est là-dedans que je la vois, la nécessité. Justement, l'apprentissage finalement du féminisme, elle va aussi avec un apprentissage de l'histoire, avec une lecture très différente de l'histoire. Il y a tellement de domaines qu'on est en train de réinterpréter parce que c'était essentiellement des hommes qui réfléchissaient auparavant. Combien dernièrement... qui étaient entendus, ça c'est clair. C'est ça, la manière dont on percevait les dynamiques au sein de sociétés avant la nôtre
elles étaient pas forcément, elles sont influencées, pardon, aussi par l'interprétation, par la culture sexiste qu'on a aujourd'hui et qu'on a gardée pendant des années, et par la féminisation de beaucoup de domaines. On a une approche très différente sur beaucoup d'enseignements, et il y a beaucoup de choses à revoir. Enfin, d'un point de vue linguistique, quand on parle du langage épicène, parce que c'est quelque chose que tout le monde voit et sur lesquels on a une prise, mais typiquement, voilà, la linguistique dit aussi que le langage, c'est tel qu'il est pratiqué. Et donc il est clair que commencer à utiliser, à se vouloir plus inclusif dans son écriture, c'est déjà vouloir faire changer la norme en utilisant justement des nouvelles règles. Et en disant, mais l'origine du pourquoi est-ce que le masculin l'emporte, déjà, enfin, de se poser déjà la question de pourquoi est-ce qu'il y a cette règle-là, d'apprendre que c'est quelque chose qui a été fixé un jour par des random dudes à une époque de l'histoire, que ça a déjà fonctionné différemment. C'est pour ça qu'il faut toujours casser ces discours qui ont tendance à présenter certaines choses comme étant immuables. Il n'y a rien d'immuable, j'ai l'impression que tout change, tout peut constamment évoluer et bouger. Alors une évolution n'est pas toujours pour le mieux, hein. Mais là déjà, depuis que personnellement j'ai commencé à m'intéresser au féminisme, et maintenant, j'aurais jamais imaginé qu'il allait avoir une grève et qu'elle allait avoir cette ampleur-là, tu vois, une grève féministe. Ouais. Du coup, je me dis qu'il y a de l'espoir. Et ça me fait super plaisir de pouvoir discuter de ça avec toi. Je me demandais comme dernière question. Vas-y. Si tu as des sujets féministes en ce moment ou des objets culturels qui t'ont touché, plu et dont tu aimerais parler. Des objets culturels, c'est-à-dire... Ou un sujet. Je suis beaucoup occupé avec moi-même ces derniers temps. Ce qui est ok aussi. Le self-care, c'est un enjeu féministe pour moi aussi. Je suis d'accord. Et je pense qu'on apprend peu aux mecs cis. Je dis ça, j'en sais rien. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on leur dit peu qu'ils peuvent aussi s'occuper d'eux. Bah, c'est clairement en tout cas un enseignement... Enfin, la question du self-care, je me la suis posée aussi, et elle est très dans l'air du temps, parce que le problème du self-care, c'est qu'on est dans un environnement qui nécessite énormément de self-care en ce moment. Et du self-care, c'est du travail aussi. Et justement, un des gros problèmes que j'ai avec l'utilisation de ce terme dans un contexte qui n'est pas politique, qui s'extrait de la logique économique dans laquelle on est, c'est que le self-care reste quelque chose de qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on prend soin de soi-même pour rester productif. Oh, bah ou sinon pour pas rester productif, mais juste pour soi. Oui, mais justement, c'est pour ça que je dis que si tu la sors de cette dimension économique et politique, c'est que le self-care dans tous ces trucs de développement de soi, je sais pas comment t'appelles ça, tous ces trucs un peu new age, le développement personnel. Exactement, merci, le développement personnel, où t'as ce truc voilà, c'est pas se poser la question du cadre et pourquoi est-ce qu'on a besoin de self-care en fait. Je vois ce que tu veux dire. Moi, bêtement, au début, quand t'as parlé de ça, j'allais dire mais prends un bain, et après, ça, putain, le climat et tout, merde. Ouais. Mais à part ça, les podcasts sont vraiment un format que je découvre, que j'ai découvert en tout cas avec le féminisme. Du moins de prendre cette régularité, d'écouter des interviews et d'avoir ce format audio sur une durée relativement courte. Je citais tout à l'heure les couilles sur la table, qui en est un. C'est très phallocentré tout ça. Mais c'est bien, et il faut aussi. Et après, il y en a plein d'autres. Enfin, il y a Yes, il y a des supports qui sont probablement plus féministes que d'autres. Quand on parle de cinéma et que le test de Bechdel, il y en a très très peu de films qui le passent. La littérature a été aussi forcément une porte ouverte justement pour l'expression féministe aussi. D'où le fait que je te demande tes recommandations culturelles féministes, parce que à force on sait que ça reste de moins en moins, mais un peu des trucs de niche, parce que comme tu dis, les films, le test de Bechdel, soit pour reconnaître si un film est plus ou moins féministe, et selon des critères quand même déjà où c'est la limite du limite, soit juste qu'il y ait deux personnages féminins nommés qui se parlent entre elles, pas en l'occurrence d'un personnage masculin comme enjeu amoureux, et salut quoi.
tu regardes plus grand-chose. C'est vrai. Mais en revanche, voilà, il existe aussi des séries qui sont fantastiques. Et je pense qu'une des séries, je recommanderais à tout le monde, c'est Dear White People. Ah ouais. Qui prend justement, qui est très intelligemment faite, qui reprend aussi la thématique de la dimension de la race comme construction sociale, justement en plus des sujets féministes, et d'apporter ça avec une créativité, un humour décapant, et qui est justement, je pense, pas assez regardé, et qui est finalement déjà assez poussé dans sa critique. C'est que c'est réservé déjà, je pense, à un public averti qui maîtrise certaines questions. Ok, voilà. Je retiens. Merci beaucoup en tout cas. Pas de quoi. Merci d'avoir écouté Décharge. Cet épisode est diffusé en collaboration avec Décadré, webzine féministe qui propose un autre regard sur l'actualité. N'hésitez pas à aller sur leur site décadré.com pour découvrir leur travail pour plus d'égalité dans les médias, la publicité et dans la langue en général. De mon côté, j'espère que cette conversation vous aura plu, et si vous voulez soutenir mon travail, abonnez-vous à ce podcast, réagissez-y en commentant, partageant ou les deux, et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous pourrez retrouver Décharge sur Facebook, YouTube et Instagram, Décharge-doc. Encore merci et à bientôt.